Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo qui fait partie de la série Préparation à la certification AWS Certified Cloud Practitioner. Alors cette certification est une certification de démarrage dans le monde AWS. C'est la première qu'on passe en général avant d'aller vers les autres, plus spécialisés et plus dédiés à des experts dans certains domaines et certains sujets. Cette certification n'a pas pour but de prouver que vous êtes un expert d'AWS, mais plutôt de prouver que vous avez euh, les connaissances et les compétences pour parler, entre guillemets, dans une première discussion d'AWS, de la plateforme, des services principaux utilisés, euh, des règles du jeu dans le monde du cloud computing, de la gestion des prix, et notamment de connaître les principaux services AWS sur la partie compute, sur la partie stockage, sur la partie réseau, sur la partie sécurité, ou sur la partie framework, que ce soit le CAF ou le WAF. Dans cette vidéo, je vais faire un focus sur les éléments à connaître pour l'examen, et notamment donc les services principaux à connaître sur AWS, notamment sur la partie réseau. Alors on va aller voir le réseau, et non pas le compute ici. Donc le réseau dans AWS, le minimum syndical à connaître quand on va passer l'examen, donc le Cloud Practitioner, c'est déjà de savoir ce que c'est qu'un Amazon VPC ou un Virtual Private Cloud. Donc ça, c'est le point de départ avec les instances EC2 qu'on a vu dans une vidéo précédente sur la partie compute. Effectivement, un VPC va être un réseau virtuel qui sera logiquement isolé. Il ne sera pas physiquement parce que l'infrastructure forcément est mutualisée, mais par des mécaniques logiques, effectivement, le VPC d'un client est une frontière derrière. Donc, dans une région AWS, vous allez pouvoir avoir un ou plusieurs VPC que vous allez après pouvoir découper. Donc, on découpe comment un réseau privé, un VPC, on va le découper avec des subnets. Donc on va prendre un plan d'adressage et ensuite on va faire des sous-réseaux. Ça c'est relativement classique dans le monde du réseau de découper. Et donc l'idée c'est que sur une région donnée, vous allez avoir un VPC et puis après vous allez créer à l'intérieur de ce VPC un ou plusieurs subnets, sachant que les subnets seront soit de type public, soit de type privé. Donc ça c'est important à retenir. Donc on comprendra que le subnet public sera accessible publiquement, donc depuis l'Internet, à la différence du subnet privé, mais on peut avoir des infrastructures sur AWS qui sont complètement privatives et qui ne sont pas ouvertes à l'extérieur. Sur du coup les échanges qu'il pourrait y avoir au sein de ces sous-réseaux qui sont eux-mêmes situés dans un VPC, eh bien, il va falloir qu'on gère le trafic réseau associé. Et donc ça, c'est important de retenir qu'il y a deux mécanismes de contrôle qui existent, qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui ne s'appliquent pas au même niveau et qu'il faut connaître pour la certification et même après pour la suite. Donc, le premier des mécanismes, c'est ce qu'on appelle les networks ACL. Donc, les networks ACL vont permettre effectivement, de contrôler le trafic réseau entrant et sortant à l'échelle en fait d'un subnet. Donc une network ACL va s'appliquer effectivement à un subnet, une autre network ACL s'appliquera à un autre subnet. Et c'est ce qui va permettre d'autoriser globalement les communications ou au contraire de les interdire entre subnets. Donc on peut voir ça comme une sorte de firewall virtuel entre les subnets pour contrôler les flux entrants et les flux sortants à l'échelle du subnet, ça c'est important. Par défaut, les règles sont simples, tout est autorisé en entrée et en sortie. Donc pour le coup, ça veut dire que si vous avez plusieurs subnets au sein d'un VPC, eh bien, ils vont pouvoir se parler en termes d'échange inbound and outbound. Et c'est stateless, donc il n'y a pas de gestion d'état dans le sens où si on ouvre une communication entrante, on se doute bien qu'il va y avoir la suite de la requête, la réponse qui va sortir de manière automatique. Donc ça c'est stateless, donc il va falloir gérer toutes les directions et bien autoriser dans un sens et dans l'autre. Donc retenez, le network ACL va se faire pour les communications inter-subnet. Donc ça va se jouer à l'échelle du subnet. Les security groups, eux, sont un autre mécanisme et les security groups, eux, vont s'appliquer à l'échelle des instances EC2 et donc vont s'appliquer pour un groupe de sécurité qui va contenir un ou plusieurs, effectivement, une ou plusieurs instances. Et donc là encore, on peut voir ça comme un firewall virtuel, mais qui va permettre de contrôler en gros les flux entrants et les flux sortants à l'échelle d'une ou plusieurs instances Amazon EC2, donc à l'échelle d'une ou plusieurs machines virtuelles. Et là, c'est un peu différent des networks ACL. Par défaut, tout est fermé de manière explicite.
tous les trafics entrants vont être bloqués. Important. Voilà, tous les trafics entrants vont être bloqués, alors que ici, ce qui est entrant et sortant va être autorisé. Et on est ici sur du stateful. Voilà. C'est-à-dire que ce qui va rentrer, si vous autorisez par exemple le port TCP/80, le serveur web qui est hébergé sur l'instance EC2 va recevoir et on autorise le flux entrant TCP/80 à entrer, et automatiquement la sortie, parce que c'est du stateful, va être faite de manière automatique, même si c'est sur un port différent. Autre, donc premier élément à connaître, effectivement, les subnets, sachez qu'ils sont donc de deux types, et pour contrôler les flux, soit les network ACL à l'échelle des subnets, soit les security groups qui, eux, vont être à l'échelle des instances EC2. Ensuite, pour autoriser l'accès depuis Internet, vous avez la notion d'Internet Gateway. Donc l'Internet Gateway va autoriser effectivement le trafic public depuis Internet à accéder à des choses qui tournent et qui sont raccordées à votre VPC. Donc ça, c'est important à connaître, donc la notion d'Internet Gateway. Ça peut scaler d'ailleurs de manière horizontale, c'est redondant, c'est hautement disponible, et c'est un composant effectivement qui est prévu pour les VPC. Donc ça va permettre effectivement d'autoriser l'accès à des ressources, et donc de connecter également des ressources telles que des instances, de se connecter également à l'Internet public. Voilà. Donc permettre l'autorisation d'accès à Internet. Et donc ici, effectivement, on va avoir la communication. Donc là encore, il faudra être dans des public subnets pour pouvoir utiliser effectivement une Internet Gateway. La Virtual Private Gateway va permettre, elle, de faire des connexions de type VPN, donc Virtual Private Network. Et donc, du coup, on va avoir quoi? On va avoir du VPN de type site à site. Donc, en gros, interconnecter un VPC qui est dans une région AWS avec un réseau à demeure dans un data center au travers de l'Internet public. Et on va donc avoir des tunnels qui vont être montés entre effectivement cette ressource côté AWS qui s'appelle donc la Virtual Private Gateway et une passerelle VPN compatible qui sera implémentée sous la forme d'une appliance virtuelle ou d'un appliance physique dans l'environnement du client. Donc ça, c'est le scénario le plus simple. Ensuite, on peut avoir des scénarios un peu plus compliqués où on va passer, par exemple ici, par une passerelle de transit qui permettra effectivement après de faire transiter le trafic vers un ou plusieurs VPC derrière, tout en assurant l'interco avec le réseau du client du data center. Et puis là encore, on peut imaginer après des topologies un petit peu plus complexes avec effectivement une passerelle ici qui va permettre de se connecter à plusieurs environnements, plusieurs data centers du client à demeure. Et là encore, après, il peut y avoir derrière par plusieurs connexions site à site avec des passerelles de transit, là encore. Et puis après, on va pouvoir mixer également des connexions VPN avec des connexions Direct Connect. On va venir juste après sur les Direct Connect. Donc pas mal d'options derrière, mais globalement, c'est pour faire l'interconnexion entre un environnement à demeure et un environnement AWS, donc un réseau ou des réseaux VPC dans AWS. Donc ça passe par l'Internet public, c'est une connexion VPN. Si on ne veut pas passer par l'Internet public, mais avoir une connexion privative, à ce moment-là, il y a un autre service qui s'appelle AWS Direct Connect, qui là pour le coup est une liaison dédiée, privative, ne passant pas par l'Internet. Et donc l'idée derrière, effectivement, c'est de se connecter à un partenaire AWS qui va assurer effectivement cette connexion privative. Et donc vous allez pouvoir, du coup, le client connecte ses branch office, son data center ou globalement son WLAN avec des connexions MPLS, va le raccorder effectivement à ce partenaire AWS qui va assurer la colocation des équipements et va assurer ensuite la connectivité directement vers n'importe quelle des régions AWS ou des local zones ou la partie gouvernement si on est aux États-Unis. Voilà. Donc le Direct Connect privative entre le data center et un ou des VPC. Là encore, derrière, il n'y a pas vraiment de grosses différences. On terminera après sur une Virtual Private Gateway et puis après sur différents subnets derrière. Et là, effectivement, on a toujours la passerelle spécifique du client qui va se connecter effectivement au fournisseur derrière. Alors pour faire du Direct Connect, là encore, il faut passer par du coup des fournisseurs qui vont assurer finalement cette liaison entre d'un côté les data centers de AWS et l'environnement par exemple à demeure dans un data center. Et donc en fonction des localisations de data centers et des régions AWS, il va falloir passer et vérifier dans la liste quels sont les fournisseurs qui sont disponibles. Donc si on se met par exemple sur l'Europe,
Je pourrais chercher ici par exemple Paris. Voilà. Et bien à Paris, voilà, dans les fournisseurs, on a Téléos, Voltaire ici, et puis ici on a la région qui peut être associée côté AWS, mais on peut en chercher d'autres. Voilà, on a donc Equinix et partenaires AWS Direct Connect pour Paris, Interaction également, Téléos on l'a vu tout à l'heure, et là on voit l'interconnexion effectivement ici avec les régions, donc la région Paris derrière. Voilà. Donc retenez bien, un VPC donc est un réseau logique virtuel, privé dans Amazon. Il se subdivise en subnets, public ou privé. On peut contrôler les flux avec les ACL, la sécurité des connexions ou des communications réseau directement sur les instances EC2 avec les security groups. Pour sortir sur Internet, il va falloir une Internet Gateway. Pour interconnecter avec un data center, soit une virtual private gateway basée sur des connexions VPN, soit du Direct Connect qui lui va être une liaison dédiée passant par des partenaires. Ensuite, si on a plusieurs instances EC2 ou qu'on veut load balancer le trafic, on va utiliser un service qui s'appelle Elastic Load Balancing, dont l'idée est de prendre en entrée l'ensemble des flux et après de les redispatcher sur différentes ressources. Donc j'ai parlé d'instances EC2, mais il n'y a pas que des instances EC2 derrière. Donc l'idée effectivement c'est que le client va se connecter, va faire ses résolutions de nom et à la fin il atterrira sur un load balancer. Et le load balancer ensuite derrière enverra, il décide, le load balancer, pardon, je n'étais pas sur la bonne. Le network load balancer va ensuite dispatcher derrière les flux vers soit derrière de l'Amazon EC2, alors généralement en utilisant les fonctions d'autoscaling, soit vers un cluster Kubernetes, soit vers du Fargate pour ceux qui ont vu la vidéo sur AWS Compute pour la préparation de la certification, c'est du serverless pour les containers, soit ECS qui est un orchestrateur maison pour les containers. Et donc effectivement le network load balancing va renvoyer tout ça et puis va gérer après différentes options telles que l'isolation de zone, va faire également des health checks pour vérifier que tout fonctionne bien, etc. Voilà. Donc là encore, le Network Load Balancer peut être utilisé directement depuis Internet avec une IP effectivement publique, une Elastic IP, soit utilisé en interne avec des workloads, et là du coup on aura des IP spécifiques dans les VPC. Autre service à connaître, à minimum pour la certification du practitioner, c'est Route 53, qui est donc le service pour la partie résolution de nom Internet. Donc ça va faire deux choses, ça va faire effectivement la gestion des zones et la résolution de noms pour des zones données. Et puis ça peut être également utilisé comme registrar DNS, donc vous pouvez en gros acheter votre nom DNS directement auprès d'Amazon et le faire figurer dans votre facture Amazon. Donc acheter le nom de domaine et ensuite effectivement l'utiliser derrière pour la partie résolution parce que ça va gérer les zones pour vous. Là encore, c'est du service PaaS, il n'y a pas à gérer l'infrastructure des serveurs qui sont sous-jacents derrière. Autre service à connaître, CloudFront. Donc CloudFront, ça permet en gros de délivrer du contenu avec une faible latence et donc un auto-transfert. Et basiquement, vous aurez compris, hein, c'est un CDN. C'est un CDN qui va vous permettre effectivement d'amener les images, les contenus vidéo plus proches des utilisateurs, même s'il n'y a pas des régions AWS qui sont disponibles. Et donc on va pouvoir utiliser et avoir CloudFront notamment sur les Edge Location. Et j'avais parlé des Edge Location notamment dans la première vidéo sur les modèles de cloud et sur l'infrastructure AWS disponible. Donc en gros, les utilisateurs vont être envoyés au plus proche derrière grâce à ce mécanisme de Content Delivery Network. Voilà, donc ça c'est le minimum à connaître pour la partie réseau côté AWS, pour l'examen en tout cas du Cloud Practitioner. Vous aurez compris que si vous passez l'examen suivant qui est dédié effectivement à la partie network, il y aura beaucoup plus de services réseau à travailler. La liste est un petit peu plus longue des réseaux côté des services de réseau dans AWS. Effectivement, là j'ai parlé du VPC. Et puis après, vous voyez qu'il y en a pas mal d'autres qui sont disponibles derrière. Pour la certification du Cloud Practitioner, il n'y a pas nécessité de tous les connaître, mais de connaître les principaux derrière. Donc au moins connaître ceux dont j'ai parlé, revérifier néanmoins dans le guide de préparation qu'il n'y a pas d'autres de nouveaux services qui ont été rajoutés, mais globalement avec ce que j'ai raconté, vous devriez normalement vous débrouiller. Voilà, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la playlist disponible ici
ici ou ici, je ne sais pas. Mais en gros, vous avez plusieurs vidéos pour préparer effectivement cet examen. N'hésitez pas également à regarder la formation en ligne sur le site AWS. Ils ont également un examen blanc avec une trentaine de questions, ce qui vous permet de vous évaluer avant de faire le test en réel et de payer avec votre carte bleue l'examen. Voilà. Merci beaucoup et à bientôt.